Bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette deuxième édition du Prix Cœur d'Ado que nous avons monté en 2020 avec la communauté de communes des villes sœurs, le réseau des bibliothèques, le collège Louis Jouvet de Gamache, le collège Rachel Salmona au Tréport et le collège Louis-Philippe à eux, avec la complicité des professeurs documentalistes, des professeurs de français et des bibliothécaires du réseau. Nous accueillons aujourd'hui Natacha Henry qui a accepté de se prêter au jeu d'une petite interview à propos de son livre L'affaire des fées de Cottingley, que vous avez peut-être lu. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vais vous résumer très très rapidement le livre. Donc c'est une histoire qui est écrite d'après une histoire vraie. Elle se passe en été 1917 dans le petit village de Cottingley en Angleterre. L'héroïne, c'est Elsie, elle veut devenir photographe et elle accueille sa cousine Frances qui, elle, adore les fées. Un jour de promenade avec un appareil photo, elles prétendent qu'elles ont vu des fées. Et à leur retour, les adultes y croient. Et donc, pour pouvoir apporter des preuves supplémentaires à ce qu'elles avancent, elles vont décider de prendre les faits en photo. Elles vont faire un montage et à partir de là, tout le monde va les croire et donc elles vont se retrouver prises au piège dans ce mensonge et ce mensonge va impacter toute leur vie finalement. Et on va les suivre à travers leur rapport avec les adultes et dans tous les premiers temps de ce mensonge qui va prendre des proportions inattendues. Voilà, donc Natacha Henry, merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cette petite interview. Alors pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet de votre livre, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, déjà merci beaucoup aux élèves, aux professeurs, aux bibliothécaires, à tout le réseau. Vraiment, c'est un grand honneur d'être invité autour de ce livre, L'affaire des fées de Cottingley. Donc moi, je suis Natacha Henry et depuis quelques années, j'écris des romans historiques pour la jeunesse. L'affaire des fées de Cottingley, c'est donc le troisième. Et à la base, je suis historienne et je m'intéresse donc à l'idée de raconter des histoires vraies. D'accord. Et donc vous avez un passé de journaliste qui vous aide dans le fait de raconter ces histoires vraies, justement. J'ai été journaliste et ça m'a surtout appris à aller sur le terrain, c'est-à-dire dans les lieux vraiment physiquement où les choses se sont passées. Et aussi, ça m'a appris à faire des interviews, à poser des questions aux gens qui sont directement concernés par l'histoire. Par exemple, pour l'affaire des faits de Cottingley, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer la fille de Francis et le fils de Elsie, puisque évidemment ces deux personnages sont réels et maintenant sont malheureusement décédés, puisque ça s'est passé en 1917. Cependant, leurs enfants, qui sont maintenant très âgés, sont encore là. Et donc, ce sont peut-être un peu les mérites du journalisme de pouvoir aller rencontrer des vraies personnes pour qu'elles racontent leurs vrais témoignages. D'accord. Bon, donc, par rapport à ce métier d'écrivain, est-ce que vous vivez du métier d'écrivain? Est-ce que vous arrivez, est-ce que c'est votre principale activité aujourd'hui ou est-ce que vous en avez d'autres? Alors, ce qui est pas mal quand on écrit des livres, c'est que parfois ils sont traduits, par exemple, dans une langue étrangère. Mon livre Marie et Bronia sur Marie Curie et sa sœur a été traduit il n'y a pas longtemps en italien, donc ça fait des droits d'auteur. Ça a aussi été adapté au théâtre, donc ça fait aussi des droits d'auteur. Mais j'ai un autre métier qui est de faire des formations, des sensibilisations et d'aller chez les ados et chez certaines populations adultes pour parler d'égalité entre les femmes et les hommes ou entre les filles et les garçons. D'accord. Les élèves ont un certain nombre de questions sur l'écriture, sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres? Ça, c'est une question qui est posée par Carla, qui est en troisième au Tréport. Parce que finalement, vous aimiez l'histoire, mais cette envie d'écrire des fictions à partir de l'histoire, d'où elle vous vient? Bah, moi, j'ai toujours été assez bonne en français. C'était un peu ma matière préférée à l'école et au collège. Donc, j'ai un peu suivi ça, en fait. C'était un moyen d'expression que j'ai développé très tôt, par exemple en tenant mon journal intime quand j'avais 13 ans. J'ai fait beaucoup d'exposés quand j'étais au collège. J'aimais bien faire la recherche et puis ensuite la transmettre à d'autres, quoi. D'accord.
Donc finalement, c'est quelque chose qui est venu assez facilement à vous, l'écriture. Vous n'avez pas vraiment décidé d'en faire un métier, c'est une activité qui est venue progressivement, en fait. Et Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je savais bien faire ça, quoi. Écrire sur la longueur, en fait, tenir longtemps. Puis ça m'intéressait de savoir comment on raconte une histoire. Par exemple, l'affaire des fées de Cottingley, qui est une histoire vraie. J'ai trouvé ça intéressant de me demander comment j'allais la raconter et de décider que c'était la grande, Elsie, qui a 17 ans quand l'histoire se passe, qui allait raconter l'histoire, quoi. Donc, ce point de vue-là, c'est-à-dire que écrire, c'est vrai que ça veut dire écrire, physiquement écrire, mais c'est aussi toute une élaboration de où est-ce que je me place, qu'est-ce qui risque d'intéresser les gens, où est-ce que je commence, où est-ce que j'arrête. Écrire, c'est pas juste mettre des mots les uns après les autres, c'est qu'il y a aussi tout ce qu'il y a avant, quoi, aussi comment je me raconte à moi l'histoire pour savoir si ça tient le coup, qu'est-ce qui peut être intéressant, de quoi j'ai besoin, qui est-ce que je vais monter en avant. Là, par exemple, dans l'affaire des fées de Cottingley, il m'est apparu assez vite que le père était du côté des filles, qu'il savait que c'était pas vrai qu'elles avaient vu des fées, mais il leur a prêté l'appareil photo pour qu'elles fassent des photomontages, etc. Tandis que je savais aussi que les mamans, elles avaient cru aux fées, en fait. Et donc, quand on a le matériel, on remonte, enfin, quand on écrit une histoire, on décide, c'est ça qui est génial, c'est la liberté de pouvoir décider ce qu'on va mettre en avant ou pas. D'accord. Alors justement, ça fait écho à plusieurs questions des élèves qui se demandaient comment on construisait un livre. Est-ce que quand on écrit, finalement, on sait déjà la fin? Là, vous partez de faits réels, donc vous connaissez déjà la fin. Finalement, vous avez déjà une vision d'ensemble de ce que vous vouliez écrire. Du coup, est-ce que ça vous laisse plus de liberté, moins de liberté par rapport à la fiction que vous souhaitez construire? C'est difficile, ça. Moi, j'aime bien raconter des histoires vraies parce que la moitié du travail est déjà fait, hein, franchement. C'est-à-dire que j'y peux rien, quoi. Ça a existé comme ça et voilà. Euh, Prenons l'affaire des filles de Cottingley. J'ai lu dans un journal que les photos que les filles avaient prises allaient être mises en vente. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris cette histoire, qu'existait cette histoire. Mais l'article dans le journal, il était, je sais pas, il faisait 10 lignes, quoi. Et donc, une fois que vous avez la première matière comme ça, il faut faire les recherches pour savoir si l'histoire est assez intéressante, assez riche pour en faire un livre. Parce qu'il y a quantité d'histoires qui finalement tiennent en un quart d'heure de conversation et puis bon, ben bref, bof quoi. Mais là, j'ai senti quand même que c'était extraordinaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lu le livre, je vais vous dire en 2 mots, c'est que quand même, elles ont 17 ans et 11 ans et elles vont se promener dans la campagne anglaise et elles reviennent complètement sales. Et les parents disent, mais vraiment, c'est pas possible, les vêtements, comment vous pouvez vous être mis dans un état pareil et tout ça et tout ça. Et il y a la petite qui dit, bah en fait, on a vu des fées. Oh, alors les mères, elles sont là, waouh, vous avez vu des fées, oh là là. Et le père, il fait, ouais, bon, bah d'accord. Et en fait, elles disent, mais on va vous le prouver. Et elles inventent un photomontage. Elles prennent des fausses fées en papier et elles se mettent dans la campagne, elles font les photos. Il y en a 5 et tout le monde y a cru. Voilà. Tout le monde a cru que c'était la preuve scientifique que les faits existaient. Alors, moi, une fois que j'ai fait cette recherche-là, parce qu'il y a un peu de documentation, puisque des écrivains très célèbres se sont intéressés à cette histoire à l'époque. Donc, moi, j'ai une documentation incroyable. Et puis aussi, je me dis, oh, mais on est en 1917, donc c'est la Première Guerre mondiale. Et le père de la petite, il est soldat à Verdun, là où ça se bat grave, quoi. Donc elle a très peur pour lui. Donc la grande, elle se dit en fait, je vais divertir la petite avec cette histoire de photos et de faits. Et du coup, au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a une sacrée bonne histoire, quoi. et, et voilà. Après, il faut donc vous ouvrez des tiroirs de recherche. On est au nord de l'Angleterre, à quoi ça ressemble, quelle est la taille du village, à quelle distance ils sont de la grande ville, tous les combien le père qui est au front là en France, tous les combien il donne des nouvelles, quel est l'appareil photo qu'elles utilisent, combien ça coûte de faire un mensonge pareil comme ça, parce qu'à un moment donné, ça a pris de l'ampleur, tout le monde y a cru, donc c'est psychologiquement très intéressant. Est-ce qu'on dit qu'on a menti? Ben, en fait, elles n'ont jamais dit. Oui, Elles ont attendu d'avoir c'est 80 vrai. ans alors qu'elles avaient menti. Donc voilà, la réponse est on écrit le livre quand on sait qu'on a de quoi faire des pages avec cette histoire. Oui.
Mais Au je sais départ, toujours comment ça commence et comment ça finit, puisque ce sont des histoires vraies. voilà, d'accord. Mais au départ, c'est vraiment quelque chose qui vous a accroché, une thématique qui vous a touché plus particulièrement, parce que vous auriez pu avoir connaissance de ce fait-là et puis choisir d'écrire sur autre chose. Finalement, c'est ça qui vous a interpellé. Il y a une histoire qui vous a touché, l'histoire de ces deux jeunes filles, et puis ce côté justement, enfin, l'histoire complètement fabriquée à laquelle tout le monde a cru. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que les gens ont cru à cette histoire à l'époque? Pourquoi les gens sont rentrés aussi facilement dedans? Bon, d'abord, je pense que les deux cousines, surtout la grande qui avait 17 ans, c'était une vraie artiste et qu'elle a quand même réussi en découpant ses photos, en découpant ses petites fées dans des papiers, en mettant sa cousine devant, en faisant la photo. Elle a réussi le photomontage, un trucage historiquement énorme. Et maintenant que tout le monde parle de fake news et de trucs trafiqués, etc., là, c'est vraiment la première fois dans l'histoire du monde qu'on a un succès pareil avec un faux. Parce que elles disent ça, c'est la preuve que les faits, elles existent et les gens y croient. Donc c'est la première fois qu'il y a un faux. Et donc c'est très intéressant pour l'analyse des images. Et puis, les gens sont en pleine guerre mondiale. Donc les situations sont horribles, extrêmement tristes. Il y a des millions de morts. Les hommes sont au front. Ceux qui rentrent sont blessés. C'est vraiment épouvantable. Alors, dans les moments les plus lourds comme ça, on a un peu besoin de rêver. Et puis, on a besoin d'être en contact avec des forces qui nous rassurent. C'est ça qui s'est passé. Et puis, les Anglais, ils sont assez fantaisistes aussi pour ce genre de trucs. Oui, oui, Ils ont marché assez facilement. oui. Mais effectivement, du coup, pour vous, c'est ça que vous aviez envie de dire, c'est que le pouvoir, vous aviez envie d'expliquer le pouvoir de l'imaginaire, de la fiction, pour oublier la douleur du monde quelque part. Ouais, un peu, mais j'avais surtout envie de raconter une histoire de duo très fort. Ces deux filles, elles sont très différentes. Elles ont quand même 6 ans d'écart, hein, c'est beaucoup, mais elles sont complices dans cette création artistique. Et ça, c'est vraiment super. Moi, je m'intéresse beaucoup à la solidarité, à la complicité, au fait que parfois dans la vie, il y a quelqu'un avec qui on fait un truc comme ça, qui change la vie, et c'est ce qui leur est arrivé. Donc, j'ai travaillé sur l'imaginaire de la Première Guerre mondiale, bien sûr, les faits, c'est génial de raconter des histoires de faits, mais aussi sur le fait que c'est grâce à ça qu'elles ont traversé ensemble une période extrêmement difficile de l'adolescence. Et la troisième chose, c'est que je tiens vraiment à dire qu'elles ont pris ce temps pour fabriquer ces photos, ce qui est la preuve qu'on a tous et toutes des moyens de se divertir en faisant un vrai travail de création. Parce qu'au fond, elles n'avaient jamais fait des photos de faits avant. Elles ont juste décidé de le faire et elles ont passé un peu de temps. Et ça, je trouve que c'est un beau modèle, en fait. Oui, oui, oui. Alors moi, ce qui me frappe, vous parliez du lien entre les deux. C'est vrai que c'est un lien qui est très très fort. Et au départ, on voit vraiment l'évolution. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a au départ de la part d'Elsie une vraie méfiance vis-à-vis de sa cousine. Ensuite, elle découvre que finalement, elle est aussi artiste qu'elle. Et puis, il y a ce côté très touchant du mensonge où au départ, c'est quand même Frances qui ment la première. Alors que juste avant, quand Elsie lui avait dit ah, j'ai vu des fées comme ça, quand elles étaient toutes les deux, j'ai vu des fées, on va voir des fées, etc. Frances lui répond quand même ben non, ça n'existe pas. Et elle est la première à mentir aux adultes pour justifier de s'être salie. Et après, finalement, c'est Elsie qui va appuyer de plus en plus ce mensonge parce qu'elle ne veut pas lui faire de la peine pour qu'elle oublie son père parti à la guerre, etc. C'est vrai qu'il y a un côté très, très protecteur, finalement, de cette grande, je trouve. Voilà, c'est comme ça que vous avez voulu construire cette relation. Ça vient du témoignage ou là, ça vient de vous? Oh À la fin, on ne sait plus très bien. Ouais. Si, c'est vrai que la grande, elle a 17 ans, elle travaille chez un photographe, tout va très bien, elle est tranquille. Et d'un coup, il y a cette cousine qui débarque parce qu'il faut l'héberger le temps de la guerre. Elle a 11 ans et quand on a 17 ans, 11 ans, c'est pas très marrant, quoi. Donc elle se dit, oh là. Et d'un coup, elle découvre que cette cousine est complètement farfelue, en fait. Et donc elles vont très bien s'entendre. Mais la grande, elle a ce rôle, effectivement, de protecteur. Alors la petite dit, ouais, on a vu des faits. Tout le monde dit waouh, vous avez vu des faits. Donc elle décide de le prouver en faisant ses fausses photos, des photos montage.
Mais la grande, elle a mauvaise conscience parce qu'elle voit bien que sa mère et sa tante, elles sont tout le temps à redemander ça. Waouh, vous avez vu des fées, nous aussi on veut voir des fées. Et t'as vu quoi encore? Des gnomes, des trucs, des personnages fantastiques. Et elles vont commencer, les mères, elles commencent à en parler à tout le monde autour d'elles et tout ça. Donc il y a plein d'étapes où la grande se dit, oh, c'est en train de déraper, quoi. Mais elle ose jamais dire à la petite, enfin maintenant on arrête, elle ose pas dire la vérité au grand parce que la petite, elle est dans son mensonge, quoi, et que ça la fait rêver. Et c'est ambigu, hein, moralement. C'est très Oui, intéressant. oui, Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? C'est vraiment intéressant. c'est ça. Et vous parliez des fake news tout à l'heure. Est-ce que c'est une thématique que vous aviez envie d'explorer à travers ce livre-là? Ou est-ce que finalement c'est venu en filigrane, c'était pas forcément Ah non, prévu, mais entre guillemets? au début, je m'en suis pas du tout rendu compte, hein. Je trouvais Mhm. qu'elles étaient marrantes à avoir fait un photomontage, que c'était des grandes artistes méconnues et qu'elles avaient quand même réussi à arnaquer la moitié de l'Angleterre en faisant croire qu'il y avait vraiment des fées. Donc on était là, hein, il y a plus de 100 ans quand même, hein. Et puis je me suis dit, waouh, bah, c'est ça qui se passe en fait, c'est qu'elles font une photo et elles font croire et les gens croient et tout le monde a cru que c'était vrai. Et donc en fait, ce livre qui raconte cette jolie histoire vraie, en fait, ce livre peut être utilisé si on veut parler un peu des fake news et de comment on fabrique une fausse information. Elles ont fabriqué une fausse information qui disait à tout le monde, voilà la preuve scientifique que les faits existent. Et tout le monde y a cru. C'est quand même flippant, hein, quand on y pense. Oui, 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 tout à fait. Et justement, est-ce que vous croyez que les adultes seraient aussi crédules aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport aux fake news finalement? Oh là, oui, les adultes, ils croient un peu n'importe quoi des fois, c'est sûr. Alors là, techniquement, elles ont quand même découpé des faits dans du carton, collé sur des épingles à chapeau dans la campagne. La grande a donc mis sa cousine devant et elle a fait cette photo qui sont reproduites dans le livre. Les 5 photos sont à la fin du livre, donc si ça vous intéresse, regardez comment c'est fait. Alors, on n'avait pas les ordinateurs, ça n'existait pas à l'époque, les ordinateurs. L'appareil photo qu'elle a utilisé, c'était une photo. Après, il fallait aller dans la chambre noire, il fallait attendre que ça ressorte, le tirage. C'était toute une histoire, c'était pas maintenant. Donc, à l'époque, les gens y ont cru parce que personne n'a pu voir. Mais maintenant, vous mettez ces photos sur n'importe quelle plaque, n'importe quel scanner ou je sais pas quoi, vous voyez très bien que c'est complètement de l'arnaque, quoi. Et donc, bon, maintenant, les gens croient quand même beaucoup de choses complètement délirantes qui traînent sur Internet. Donc, je crois qu'il faut quand même vérifier les sources. Et d'ailleurs, à l'époque, il y en a un ou deux, quand même, des experts qui ont dit, enfin, vous croyez vraiment des filles comme ça qui amènent une photo? Vous croyez que c'est la preuve scientifique que les faits existent? Un mystère qu'on n'a pas éclairci depuis déjà 1000 ans, quoi. Donc, c'est un très bon message. Vérifier les sources. Il ne faut pas croire n'importe quoi qui vient de n'importe où. Oui. Alors, ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que comment on peut expliquer que les gens y aient cru, d'autant plus que Elsie a quand même recopié les faits dans un livre acheté par toute l'Angleterre en 1914. C'est ce que vous expliquez dans le livre. Alors, c'est un livre de contes. J'ai noté, voilà, Princess Mary's Gift Book. Vous expliquez que ça a été acheté par quasiment tous les foyers anglais à l'époque. Donc finalement, les gens n'ont même pas reconnu ces faits qu'ils avaient peut-être dans leur bibliothèque. Et tout le monde est tombé dans le panneau. C'est quand même fou, ce pouvoir de l'imaginaire. Et finalement, alors je ne vous vois plus. Je vous ai perdu en route. Je ne sais pas si vous m'avez toujours. Moi, je vous vois, puis Mais j'essayais de vous, partager le. ah, vous J'essayais essayez de de partager vous les photos. pas simple. D'accord. Ok. Je ne sais pas si on va les voir, les photos. Donc, oui, voilà, vous l'avez, le Princess Mary's Gift Book. Vous voyez Je sais- ça? Voilà. Oui, 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 je le vois. Je ne sais pas si on va le voir en très grand. Euh, voilà, on va essayer de voir quelque chose. Bah, allez-y, je vous laisse nous présenter ce que vous souhaitez. Donc, si vous arrivez à voir ça, ça c'est la couverture du livre du Princess Mary's Gift Book dans lequel les filles ont trouvé les photos des fées. Voilà les photos des fées qu'elles ont trouvées. Vous les voyez là? Il y a, euh, il y a des images. Voilà, donc elles se sont inspirées de ça pour faire leur photomontage en fait. D'accord. C'est un livre qui avait été vendu au profit des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Voilà.
Je vais revenir à vous maintenant. D'accord, très bien. Voilà. Vous me voyez maintenant? Pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. D'accord. Voilà. Bon, petite interruption technique, mais très intéressante, effectivement. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a frappé à la lecture de à la lecture de ce livre. Je me suis dit, mais c'est que les gens avaient vraiment, vraiment envie d'y croire aussi, quelque part, par rapport au contexte que vous évoquiez, au contexte de la Première Guerre mondiale. Voilà. Est-ce que finalement, on croit aux fake news parce qu'on a envie d'y croire, quelque part? Oui, parce que ça réconforte sur certains sujets, peut-être. C'est comme si ça donnait une réponse un peu facile. Là, vous me voyez de nouveau? Oui, oui, c'est bon. Par exemple, cette histoire est arrivée aux oreilles, à l'époque, de Conan Doyle. Conan Doyle, il était hyper connu parce qu'il a écrit Sherlock Holmes. Donc, c'est un écrivain qui a vraiment existé. Il a écrit Sherlock Holmes, dont vous avez peut-être entendu parler, très très connu et tout, et il entend parler de cette histoire de fées. Le pauvre Conan Doyle, à cette époque, avait perdu son fils et sa femme, etc. Ce sont des périodes historiques très très difficiles, vraiment pour les gens. Et il avait tendance à penser que l'âme existe et que donc, pour se consoler, il parlait avec les gens qui avaient disparu et qu'il avait aimés. C'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque. On faisait tourner les tables, on appelait les esprits, etc. Donc, quand Conan Doyle entend parler de photos qui prouvent l'existence des fées, mais il va sauter dessus. C'est la meilleure nouvelle qu'il a jamais entendue, lui. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que nos deux camarades, Francis et Elsie, vont tout d'un coup être dépassés, ce mensonge va dépasser leur petit village, puisque Conan Doyle s'intéresse à ça, il va écrire des articles extrêmement longs qui disent c'est merveilleux, on a la preuve scientifique que les faits existent. Mais vous avez entièrement raison, c'est parce que lui, il en avait besoin. Il était déjà en train de planer avec des contacts avec les créatures de l'au-delà et tout. Donc, ça rencontre son public. Oui. Et il y a toujours une ambiguïté, enfin, il est resté longtemps une ambiguïté sur la 5e photo, puisque Frances et Elsie disent que c'est une vraie fée. Voilà. Et On ne donc, saura jamais. finalement, on ne On saura jamais. Parce que vous terminez là-dessus. C'est ce que souligne Maëlys en 3e au Tréport. Pourquoi vous terminez là-dessus? À la fin du livre, il est écrit « C'est une vraie fée ». Voilà. C'est comme ça que raconte, c'est comme ça que Elsie et Francis l'ont raconté. Donc, historiquement, en fait, elles ont tenu le secret pendant des décennies. Elles n'ont jamais dit la vérité. Elles sont arrivées à l'âge de 83 ans et 85 ans que des journalistes sont allés les voir et ont dit bon, bah maintenant on a les moyens techniques modernes pour dire que franchement votre truc c'est quand même un montage. Et là elles sont des grands-mères, elles sont âgées et elles disent ben ouais, on a menti, c'est un photomontage. Donc ce sont des dames de 80 et quelques années. Et les journalistes des plus grands journaux sont genre waouh, ça y est, enfin, ça fait des années qu'on se pose la question, elles disent enfin la vérité, waouh, génial. Bon, alors vous avez fait comment? Et donc elles racontent leur histoire d'épingle à cheveux, de découper les faits dans des cartons, de faire la photo près de la rivière, dans les sous-bois, de l'habiller comme ci, comme ça. Il y a 4 photos avec les filles, deux avec Francis et deux avec Elsie, voilà. Et puis, il y a la 5e photo, où elles ne sont pas dessus, mais on voit des silhouettes de fées. Et à tous les journalistes, elles ont toutes les deux dit, ben là, c'est les vrais faits. Donc, moi, je suis là pour raconter la vérité, donc je peux rien faire d'autre. Donc, Oui. ta question, elle est bonne, hein, mais je finis là-dessus parce que c'est comme ça qu'elles ont fini, elles, finalement, à raconter l'histoire comme ça. Oui, d'accord. Et donc, dans toute la partie documentaire, justement, à la fin, Mm. vous les faites parler, finalement, ces dames âgées. Elles racontent une partie. Enfin, vous donnez quelques éléments biographiques. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, vous avez réussi à faire toute une chronologie. Voilà, il y a vraiment des choses intéressantes. En fait, c'est tout le matériau à partir duquel vous avez travaillé que vous avez réuni à la fin de ce livre? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas mises dans cette partie documentaire, justement? Bon, moi, j'en sais un peu plus que ça sur la Première Guerre mondiale. J'en sais Oui. beaucoup plus que ça sur l'Angleterre parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et où j'ai été beaucoup. Ouais, bien sûr, on sait toujours plus que ça. Mais il m'a paru très important de traduire les articles des journaux dans lesquels elles disent la vérité et de mettre ça. Il m'a paru très important aussi de mettre à la fin ce qu'écrivait Conan Doyle, donc le père de Sherlock Holmes, à ce sujet. Il m'a paru très important de mettre les vraies photos qu'elles ont prises dans la campagne anglaise
Ouais, c'est ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est qu'elle est vraie. C'est complètement dingue quand on dit, moi j'aurais pas pu inventer un truc pareil, que 2 filles vont faire des photos en 1917 en disant ouais c'est des faits et que tout le monde y croit, même le mec qui a écrit Sherlock Holmes, c'est complètement dément. Donc moi je suis tellement épatée que l'histoire soit vraie que pour montrer à tout le monde que c'est vraiment vrai, eh bien à la fin on a fait un dossier avec les vrais documents authentiques, quoi. Oui, d'accord. Et on avait Nicolas au Tréport en troisième qui voulait vous demander si vous aviez romancé certaines parties Ah, et lesquelles éventuellement. ouais. Alors disons que la structure, c'est une super bonne question parce que la structure elle est vraie. La petite arrive chez la grande pour passer le temps de la guerre avec sa mère, les faits, les photos et tout, toute l'histoire des photos, des machins, tout ça, c'est vrai, le père en France, tout ça. Donc les choses, elles sont vraies, les éléments, ils sont vraiment vrais. Ce que moi, j'ai créé, ce sont les dialogues entre les filles, puisqu'on ne les a pas enregistrés à l'époque. Donc ça, c'est moi. Et puis, il y a une ou deux scènes que j'ai un peu forcées, quoi. Par exemple, vous vous souvenez peut-être quand la petite, on lui fait visiter son école, qui est donc l'école du coin dans le village, et qu'elle elle craque parce que pour elle, ça montre que son père va pas revenir tout de suite, que la guerre va durer encore et elle en peut plus, quoi. Et donc ça, c'est mon apport, ouais. Il y a une ou deux scènes comme ça où c'est moi qui renforce, mais mon thème, en fait, quand vous écrivez une histoire comme ça, il y a un thème. Et donc c'est globalement, c'est comment Elsie va faire tenir le coup à Francis pendant la guerre, hein, grâce à une fausse histoire de fausse photo de fées, pour que la petite soit moins triste du fait que son père soit à la guerre. Donc moi, chaque scène, elle montre ça. En fait, elle montre que ça. Tout le livre entier montre que ça. Donc, j'ai créé la scène à l'école, par exemple, pour montrer ça. D'accord. Et justement, enfin, vous faites parler Elsie, c'est Elsie la narratrice. Et d'entrée de jeu, quand on parle de personnages, de personnes réelles comme ça, et qu'on en fait des personnages, comment est-ce qu'on s'en affranchit un petit peu? Enfin, est-ce que vous n'avez pas eu peur de les trahir en les faisant parler, alors que vous ne les avez pas connus, justement, en imaginant leur psychologie, etc. Comment on jongle avec ça? Parce qu'on veut être précis, parce qu'on relate des faits réels, on parle de personnes qui ont réellement existé, et en même temps, il faut les faire penser et les faire parler. Voilà, comment vous vous affranchissez un peu de ça? Voilà, comment vous Ouais. gérez? Je gère parce que j'ai un principe absolu, c'est de les respecter jusqu'au bout, de ne rien faire qui soit déplaisant, vulgaire, méchant. Enfin, c'est des personnages que j'aime beaucoup, moi. Je les trouve vraiment formidables, ces deux-là. Hein. Franchement, dans leur faiblesse aussi, parce que franchement, c'est pas génial de faire durer un mensonge aussi longtemps et tout ça. Mais disons que, bon, elles n'ont peut-être pas prononcé les phrases telles quelles, mais c'est archi plausible, en fait. Disons que si c'est pas exactement la phrase qu'elle a dit à ce moment-là, si, par exemple, à un moment donné, la petite, elle adopte des escargots. Elle a trouvé des escargots dehors. Bon, la vérité, c'est que j'en sais rien, moi, si elle a adopté des escargots. Mais c'est tout à fait possible. Et ça m'arrange qu'elle le fasse parce que ça montre qu'elle est dans son petit monde. Et que la grande, franchement, ça la saoule, cette histoire d'escargot qui commence à marcher sur la table alors qu'elle, elle n'a jamais eu le droit, mais l'autre, on lui permet tout parce que le père est à la guerre. Ça s'appelle un angle. Il faut que ça rentre dans l'angle. Donc, à partir du moment où il n'y a rien de trash, il n'y a rien de méchant, que je les adore toutes les deux, du début à la fin, et tous les gens qui sont autour d'elle, je suppose certaines choses, et par exemple, le fait que la mère, elle croit aux faits, le père, il ne croit pas du tout, donc ils se disputent. Donc elle a peur que les parents divorcent ou elle a peur qu'ils se disputent trop et donc elle s'en veut. Bon, peut-être qu'on va super loin, mais en même temps, c'est vachement possible hein, quand même. Et c'est un Ouais. roman. C'est un roman. Et en plus, je dois quand même me féliciter parce que le fils de Elsie et la fille de Francis ont tous les deux approuvé largement et m'ont beaucoup remercié d'avoir écrit ce livre. Donc, on est protégés. D'accord. Vous Donc savez, vous jonglez. on est quand même dans une époque où tout le monde trouve des problèmes partout, où la mode c'est de critiquer tout et de dire du mal de machin qui a créé tel truc et de l'autre qui a inventé. Bref, moi, je fais ça avec la bienveillance. Elles sont super toutes les deux, elles font leurs photos de fées, ça devient un délire complet.
j'écris mon livre en trouvant qu'elles sont super et on va leur laisser avoir une trace dans l'histoire. Voilà. D'accord. Oui, donc finalement, les 2 enfants âgés que vous avez Ouais. rencontrés vous ont remercié, ont eu une bonne perception de votre démarche, alors que ça aurait pu être perçu tout à fait différemment et avec beaucoup moins de bienveillance. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, puis je les tiens au courant depuis le début du livre. Dès que j'ai su que je faisais ce livre, je les ai contactés. Donc, on a eu beaucoup d'échanges. Enfin, ils voient bien ce qui est intéressant pour eux, c'est quel point de vue vous adoptez. Donc, je n'ai pas été fouiller des trucs horribles, hein. J'ai juste raconté l'histoire, hein. Voilà. Oui, d'accord. Donc, vous jonglez beaucoup finalement entre la réalité et la fiction, hein, c'est tout l'intérêt d'en avoir fait un roman. Alors, on avait les élèves de 5e au Tréport qui vous demandaient si vous préfériez la fiction ou la réalité. Pardon, recommencer, ça a été Est-ce un que peu coupé. les élèves de 5e au Tréport voulaient vous demander si vous préfériez la fiction ou la réalité? Eh ben, dommage que je ne sois pas avec vous en classe parce que je vous aurais renvoyé la question. Pour moi, il n'y a pas grande différence là, en fait. Dans mon histoire, là, il n'y a pas de différence, en fait. Je veux dire, peut-être que vous entendez par fiction vraiment des choses, je sais pas moi, les mangas, il y a des gens qui font vraiment de la pure fiction. Là, il faut leur demander. Pour moi, c'est vraiment les deux s'emboîtent parfaitement bien. Donc, je n'ai pas de préférence. Moi, j'ai une préférence pour quand les deux s'emboîtent, en fait. Vous avez fait un roman d'une réalité, en fait. Ouais. C'est comme ça qu'on peut résumer les choses. D'accord. J'ai perdu ma question. Euh, Petit intermède. Merci pour les Euh, questions, en tout cas, hein, les élèves, là, pendant qu'on cherche d'autres questions. oh, il y en a, il y en a. Voilà. Donc, alors les élèves avaient beaucoup de questions sur l'écriture en elle-même. Oui, voilà. Est-ce que au départ vous aviez envie d'écrire ce livre pour les adolescents, ou est-ce que c'est un petit peu le fruit du hasard si c'est devenu un livre de littérature jeunesse paru chez Rajo, éditeur jeunesse. Voilà. Non, non, parce que oui, enfin la réponse est oui, ça a toujours été une idée d'un livre jeunesse, puisque ces deux filles, elles ont l'âge, elles ont votre âge, quoi, là, les élèves. Donc c'est génial. C'est des histoires de gens très proches des ados d'aujourd'hui. Enfin, ouais. D'accord. Donc, ouais, vraiment, vraiment destiné aux ados, du coup. Alors, vous avez mis combien de temps pour écrire ce livre? Combien de temps s'est passé entre le tout début et puis finalement sa parution en librairie? Voilà. Un Ça a an. été 1 an, d'accord. Ah, ça n'a pas réussi L'écrit. en librairie, non, en plus, parce Oui, que le problème, c'est qu'une fois que vous avez... Alors, voilà comment ça se passe. On a une super idée. On se dit, donc disons, je vais dire, on est en janvier et j'ai une super idée. Je lis un article et je me dis, ça ferait peut-être un livre. Donc, il y a 15 jours où je regarde si vraiment c'est une super idée. Et si ça peut faire un texte un peu long. Une fois que je trouve que ouais, c'est super, je fais 6 pages de synopsis, 5-6 pages de synopsis que j'envoie à l'éditeur. Et je dis, est-ce que vous êtes d'accord pour que je fasse un livre là-dessus? L'éditeur dit oui et me fait un contrat et me dit, ce livre doit faire telle longueur. C'est l'éditeur qui dit ça et nous comptons en nombre de signes. Donc, les faits, par exemple, ça fait L-E-S, espace F-E-E-S, ça fait 8 signes. Tout le livre, il doit faire 100 000 signes. Heureusement, sur l'ordinateur, il y a une fonction qui compte les signes. C'est pas moi qui les compte. Donc, OK. Et là, on a une date de remise. Donc, disons que fin janvier, l'affaire est signée. Et moi, là, je commence les recherches. Et donc, je regarde de quoi j'ai besoin. Je fais la structure, ce qui est assez simple dans ce cas, puisque c'est une histoire chronologique. Il y a telle date, ça commence, et puis telle date, ça finit. C'est quand même super facile à faire pour ça. Vous avez vu que c'est coupé en deux. On est pendant la guerre et après la guerre, avec une rupture au milieu. Voilà. Et puis après, j'en suis à taper. Donc, je fais la recherche, la guerre, il me faut quoi? Il me faut la guerre, il me faut des choses sur la photographie à l'époque, sur les hommes qui sont au front et les contacts, sur le village où ça se passe. Je connais du coup très bien le Yorkshire où ça se passe, là au nord de l'Angleterre. Sur là où travaillait Elsie avant que la petite débarque, hein, le photographe là chez qui elle travaillait. Toutes ces choses-là, vraiment, toutes ces choses-là, ce que font les parents, etc., à quoi ressemblait la maison. Il y a tous ces thèmes qui ressortent.
Donc là, bon, pour un sujet comme ça fait encore un mois, disons. Donc là, on est fin février. Et puis à partir de là, je tape environ 5000 signes par jour. Donc comme je suis D'accord. pas dans mathématiques, je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais bon, bref, en tout cas, dans les 5 mois et quelques, enfin bref, vous commencez l'idée en janvier pour un livre de cette longueur-là, fin juin, disons idéalement, la première version est bouclée. Et là commence la deuxième version. Il faut jamais être content de la première version. Donc je reprends tout au début, je regarde s'il y a des synonymes, s'il y a des répétitions, je regarde si tout est logique, je regarde si le type dont tu as parlé, page 3, il revient bien plus tard ou pas, des choses de cohérence, est-ce que ça marche? Je me demande, est-ce que tout le monde va me comprendre? Qu'est-ce qu'ils savent là, en 5e, en 4e, en 3e? Qu'est-ce qu'ils savent de la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'ils savent où c'est la France par rapport à ce bled en Angleterre là-haut? Et tout ça, donc, c'est quand même la deuxième version sert à poser tout un tas de questions de cohérence et de culture des lecteurs et des lectrices. Et puis, je le rends à l'éditeur qui me dit page 32, c'est pas exactement clair, est-ce que tu peux faire un paragraphe de plus, machin, et tout ça. Après, j'ai traduit les articles de l'anglais au français, etc., etc. Et donc, une fois que l'éditeur a la version finale, en parallèle, il y a quelqu'un qui travaille la couverture, hein. Donc, c'est pas moi qui ai fait cette couverture très belle avec ces photos, l'appareil photo, vous voyez, tout ça là. C'est pas moi qui ai fait ça. Non, non. Et puis la maquette à l'intérieur, il y a un graphiste, il y a des gens qui corrigent vos fautes d'orthographe, c'est bien ça. Donc il y a encore tout ce boulot, quoi. Donc entre le moment où je le rends, le moment où il sort, il y a encore peut-être 3-4 mois. Donc c'est pour ça que toute l'affaire dure un an, en fait. Oui. Et c'est vous qui avez choisi le titre, L'affaire des faits de Cottingley, ou c'est l'éditeur? C'est l'éditeur. C'est bien, hein, franchement. C'est confort. Mais vous n'aviez pas d'idée de titre en particulier, vous n'aviez pas envie forcément de défendre un titre que vous Non, auriez mais moi trouvé. j'avais un titre complètement. Mon premier titre à moi, c'était Elsie prend une photo. Parce que c'est vrai, D'accord, finalement, Elsie prend une photo. oui. Mais l'éditeur m'a dit, mais on comprend rien à ton truc, Elsie prend une photo, il faut dire ce que c'est pour de vrai, quoi. Et pour de vrai, c'est les faits de Cottingley, c'est comme ça que c'est resté dans l'histoire, c'est comme ça que Conan Doyle en a parlé, et en effet, c'est plus logique. D'accord. Et quel soutien vous avez eu lors de l'écriture? C'est une question que les élèves se posaient. Est-ce que vous avez été soutenu moralement? Est-ce que ça vous a aidé à faire progresser l'histoire? Voilà. Bon, j'ai surtout été soutenue moralement par les héritiers de Elsie et Francis, et ça, c'est imbattable, quoi. Enfin, on ne peut pas faire mieux. Et j'ai été soutenue aussi techniquement et moralement par le musée qui a maintenant les originaux de ces photos et l'appareil photo original avec lequel elles ont pris les photos, qui est un musée dans le nord de l'Angleterre, à Bradford. Bon, maintenant c'est fermé, mais quand ce sera ouvert, si vous passez par là, allez voir parce que tout est exposé. Et donc, ces gens-là ont beaucoup répondu à mes questions. Ouais. Aussi, la société historique du village où elles ont fait les photos. Vous voyez, c'est des points d'appui de gens qu'on sollicite très tôt quand on commence tout au début à écrire et finalement vers qui on peut revenir régulièrement avec des questions. C'est pratique. D'accord. Bon, donc, alors, cette interview va toucher à sa fin, tout doucement. Pour finir, est-ce que vous pourriez conseiller aux élèves un livre, une musique, un film ou une série que vous préférez, enfin, nous donner un petit peu les clés de votre univers, ce que vous emporteriez sur une île déserte, par exemple, ou Sur pas? une île déserte, sur une île déserte, je pense que je prendrais des comédies musicales parce que, y compris des anciennes comédies musicales, même. Je sais qu'il y a la jeune génération n'aime pas trop les films en noir et blanc, mais il y a des trucs vraiment très très intéressants en noir et blanc ou en couleur, évidemment. Je pense que la comédie musicale est un art qui remet ensemble plusieurs arts, et moi j'aime bien ça, en fait. Vous voyez, on danse, on chante, il y a quelqu'un qui a écrit la musique, il y a quelqu'un qui a écrit les paroles, il y a l'autre qui a écrit la chorégraphie, il y en a un qui a fait les costumes. C'est tout un tas de gens, et moi j'aime bien le travail en commun comme ça. Et je trouve que la comédie musicale, ça représente bien un travail d'équipe, un travail en commun où chacun fait quelque chose pour apporter sa pierre à l'édifice. Et les deux cousines là, des fées, c'est un peu ça aussi. Donc je pense C'est vrai. que ça serait plutôt ça, ouais. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler de vos prochains projets, de votre prochain livre? Sur quoi vous travaillez en ce moment?
Alors, un autre livre va sortir dans la même collection. Ça s'appelle L'affaire du cheval qui savait compter. C'est aussi une histoire vraie et il sort en septembre aussi chez Rajo. Et donc, c'est aussi, ça se passe en 1904 à Berlin. Voilà, donc je continue mon tour d'Europe, si je puis dire, géographique en tout cas. Et puis, c'est aussi une jeune fille qui va découvrir comme ça un mystère qu'elle va essayer de résoudre. D'accord. Donc, même collection et aussi pour les adolescents alors. Donc aussi, du coup, ça s'appelle l'affaire, aussi comme l'affaire des fées de Cottingley, l'affaire du cheval qui savait compter. Et je pense que ça sort en septembre 2021. D'accord, très bien. Donc, on va s'empresser de suivre cette parution. Et puis, bah, pour finir, si vous aviez un ou deux petits conseils à donner à des collégiens qui souhaiteraient se lancer dans l'écriture, alors sans parler de parution, bien sûr, mais Ah, si, voilà, qui auraient envie d'écrire et qui n'oseraient pas trop se lancer. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme petite clé? je vais vous dire un truc. C'est pas un talent qui nous tombe du ciel. Il faut aimer ça, mais après, c'est que du boulot. Donc, en fait, si vous voulez écrire, premièrement, écrivez. Non, mais ça paraît idiot, mais il faut écrire tous les jours de sa vie, prendre un cahier. Si vous n'avez pas d'ordinateur, c'est encore mieux un cahier, franchement, parce que vous l'avez avec vous, etc. Et vous faites des exercices. Vous vous dites, bah tiens, je vais décrire cette pièce. Ou alors vous vous dites, je vais raconter ce que ma copine machine truc m'a raconté aujourd'hui. Enfin bref, je ne sais pas, vous faites des récits, des petits récits qui vous intéressent comme ça. Des descriptions, vous foutrez n'importe quoi pour écrire vos sentiments, vos expériences, etc. Et il faut lire aussi beaucoup. Lisez, lisez, lisez. Et quand je dis lisez, moi par exemple, je lis beaucoup du 19e siècle, quoi. Moi, j'en suis encore à lire beaucoup Flaubert, Maupassant, parce que c'est des gens qui écrivaient bien, qui avaient un sens du détail, ou plus près de nous, hein, évidemment, du 20e siècle aussi, hein, Marcel Pagnol, Albert Camus, je ne sais pas moi, des gens comme ça, quoi. Trouver ou même des contemporains, mes copains et copines de la littérature jeunesse qui sortent des livres chaque année. C'est vraiment très, très, très intéressant de regarder la production qui sort maintenant, hein, évidemment, hein, chez Rajo, chez Albin Michel Jeunesse, des éditeurs sérieux comme ça. Allez dans les librairies, choisissez les livres vous-même qui ne sont pas dans le cursus scolaire peut-être, et lisez un peu tous les jours. Autre conseil, essayez de déconnecter un quart d'heure par jour d'Instagram, réseaux sociaux, les messages, les messengers, les trucs, parce que, en fait, par exemple, les deux cousines, elles ont réussi leur histoire là parce qu'elles n'avaient pas tout ça. Elles avaient le temps de faire ce qu'elles voulaient vraiment faire, qui était un photomontage. Donc, si vous voulez vraiment écrire, donnez-vous du temps, quoi. Il faut savoir dire non. Moi, j'éteins mon téléphone hein, quand j'écris un livre. Hein. Je dirais, et quand je suis vraiment complètement dedans, ben, pendant une heure, j'ai pas les messages. Et puis voilà, il faut se mettre en premier dans son projet, en fait. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est beaucoup de boulot. Ne jetez rien, gardez tout. Et puis un jour, ça vaudra le coup. Bien, merci beaucoup. Bon, eh bien, cette interview touche à sa fin. Merci beaucoup, Natacha, d'avoir bien voulu vous prêter à ce jeu de questions-réponses. Merci à tous les collégiens qui ont envoyé leurs questions par l'intermédiaire de leurs professeurs de français, de leurs professeurs documentalistes. Il y avait aussi des questions bibliothécaires, donc je remercie mes collègues qui les ont posées également. Voilà, merci à vous pour tout l'éclairage que vous nous avez donné sur votre livre. J'espère que ça aura donné envie à ceux qui ne l'auraient pas encore lu de s'y plonger. Moi, en tout cas, ça me donne envie de découvrir votre prochain. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, donc, j'invite tous les collégiens à visualiser les autres vidéos, les interviews donc, de Lisa Balavoine et d'Anaïs Vachez, qui sont également disponibles. Voilà, merci beaucoup, Natacha. Et puis, donc, à une prochaine fois pour découvrir votre nouveau livre. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.